BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face-à-face entre Pierre Sabatier et Olivier Delamarche. Pierre Sabatier, Primevio, Olivier Delamarche, Platinium Gestion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Un petit coup d'œil sur le CAC. On est quasiment sur les niveaux des 4300 points. On est désespérément optimiste, Pierre Sabatier? L'ambiance est étrange en ce moment. On a l'impression que les investisseurs commencent, lorsqu'on leur pose la question maintenant, à être un petit peu timides, à pas comprendre en fait pourquoi les marchés continuent de monter. Ils le prennent avec plaisir bien sûr, hein, puisque voilà, leur métier c'est d'investir et lorsque les investissements montent, entre guillemets, les clients sont contents. Voilà. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs commencent à s'interroger sur les fondations de cette hausse, puisque les entreprises nous donnent des messages qui ne sont quand même pas extrêmement folichons. Et lorsqu'on regarde les chiffres encore aujourd'hui de la dépense des ménages, notamment en France, on voit bien que le regain de confiance qu'on a pu constater au cours de l'été avec les jolis rayons du soleil ne se traduit pas pour l'instant dans le comportement des agents privés que sont les ménages et les entreprises. Donc on a en fait une dichotomie de plus en plus forte, une réalité économique du terrain qui reste entre guillemets morose, mais une augmentation des prix, hein, dans des volumes qui d'ailleurs restent relativement faibles, que les investisseurs prennent avec plaisir, tout en se méfiant dans le sens où les fondations semblent de plus en plus fragiles. Un parfum d'exubérance irrationnelle des marchés, comme aurait dit Greenspan, Olivier? Ça fait longtemps. Non, on a toujours, c'est ce qu'on disait ensemble tout à l'heure en attendant notre passage, c'est que c'est le principe d'une bulle. Une bulle, vous ne savez pas quand elle éclate. Tout ce que vous savez, c'est qu'elle se dégonfle pas comme ça, elle éclate et que ça va nous prendre par surprise à un moment donné. Maintenant, que vous continuiez à monter, c'est déjà idiot d'être à 4003, ça le sera encore plus à 4004 si on y arrive et voilà, enfin on n'a rien à faire sur ces niveaux-là, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde. À chaque fois on dit qu'il y a des critères qui révèlent qu'on est presque arrivé en haut, c'est quand les particuliers commencent à rentrer sur le marché. Généralement c'est pour se faire rincer. Là on a vu plusieurs opérations d'introduction en bourse avec des particuliers qui répondent présents. Pierre Sabatier, quand Olivier dit 4003, 4004, 4005, les particuliers vont effectivement subir l'éclatement de la bulle? Malheureusement, l'histoire nous le montre, hein, à chaque fois. C'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on donne des cours devant des troisième cycles. On leur dit attention, lorsque la presse générale ou généraliste dit les marchés actions sont bon marché, partez en courant. Parce qu'en réalité, l'essentiel des informations est déjà intégré dans les cours boursiers. Donc effectivement, on a un peu ce sentiment-là, mais qui ne correspond pas d'ailleurs qu'au marché actions. Hein. Les obligations sont extrêmement chères aujourd'hui. Le marché de l'art, regardez, en fait, la notion de bulle et de survalorisation par rapport à la valeur d'usage des choses, on vit dans un monde de bulles aujourd'hui. La surliquidité qu'injectent les banques centrales depuis 4 ou 5 ans, vu qu'elle ne s'exprime pas en réalité dans l'économie réelle, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien qu'elle soit portée par quelque chose, elle est portée par le prix des actifs. Donc nous vivons une dichotomie extrêmement forte, pas d'inflation, et il n'y en aura pas, hein, puisque, alors on pourra en reparler juste après, mais avant l'inflation, on a de l'inflation lorsque la demande est forte. Pour que la demande est forte, il faut qu'il y ait un besoin, une envie d'acheter. Aujourd'hui, les gens sont plutôt dans une démarche de défiance qui les pousse à épargner plus qu'à consommer. Donc on ne peut pas avoir d'inflation et les chiffres qui sortent aujourd'hui sont normaux, sont légitimes. Par contre, on n'a pas d'inflation dans les biens et services, par contre on a de l'inflation dans les prix des actifs. Pourquoi? Parce que la liquidité, les gros tuyaux qu'ont sortis les banques centrales se déversent où? Non dans l'économie réelle, et ils auront beaucoup de mal à se déverser dans l'économie réelle, mais dans le prix des actifs, l'art, les actions, bien sûr. L'Europe a été un petit peu... Les actifs risqués, quoi. Bien sûr, les actifs risqués. Les actifs, non. Les actifs, je dirais, dont la valeur évolue en fonction du rapport entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que l'immobilier également a subi en fait cette bulle de valorisation. Jusqu'à il y a peu, en France, on est encore sur les plus hauts, mais dans beaucoup d'autres endroits, ces bulles-là ont déjà éclaté. Pierre Sabatier, Olivier, nous disait les banques centrales effectivement ont inondé le marché. Il y a une banque centrale qui a peut-être quand même moins inondé le marché, c'est la Banque Centrale Européenne. Et aujourd'hui, elle est confrontée, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas Dose, qui attendait votre réaction avec impatience. La BCE, elle est confrontée à une inflation qui fond comme neige au soleil. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte qui flirte avec la déflation, est-ce que la Banque Centrale Européenne, elle va pouvoir garder une politique monétaire que l'on pourrait qualifier de raisonnable, ou est-ce qu'elle ne va pas avoir le choix et qu'elle va devoir se joindre au concert des grandes banques centrales? Il l'a déjà dit, enfin, je comprends même pas pourquoi on se pose la question. Il l'a dit le lendemain des élections allemandes.
Il a dit je ferai un LTRO, j'amènerai du cash aux banques. Bon, il l'a dit. Là maintenant on se pose la question de savoir s'il baisser les taux, s'il les baisse pas, etc. Peu importe, ça n'a aucun intérêt de toute façon de baisser les taux. Quand vous êtes sur ces niveaux-là, que vous soyez à 0,50 ou à 0,25, excusez-moi, mais c'est pas ça qui va changer la vie de personne. Donc ça n'a aucun intérêt. Tout ça, c'est toujours une politique, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est toujours une politique de marketing. Parce qu'ils n'ont plus que ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de levier. Une fois qu'on sera à 0,25... il se passera quoi? On attendra zéro. Qu'est-ce qu'il leur restera pour lutter contre la déflation? Mais rien. Mais il leur reste déjà rien. C'est le problème, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des banques centrales qui sont complètement désarmées. La seule chose qu'elles savent faire, c'est continuer à donner des sous pour que les marchés continuent à s'amuser et à pas penser à autre chose. Donc à partir de ce moment-là, la baisse des taux aujourd'hui, c'est complètement ridicule. C'est même pas un sujet. Donc ça n'a aucun intérêt. Alors, une arme qui est utilisée aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne, c'est celle de aller dans sa cave imprimer directement des billets pour les donner aux États, ce que font déjà en fait les États-Unis et le Japon. Ça, l'Europe ne l'a pas encore fait. Ne le fera pas. Et donc son bilan pour le moment est un peu moins catastrophique que celui de son homologue. Et c'est intéressant que vous parliez du bilan parce que je crois qu'il y a une différence fondamentale quasi idéologique entre aujourd'hui la manière dont sont gérées les banques centrales américaines et japonaises et la Banque Centrale Européenne. Pour discuter avec un certain nombre de membres du directoire de la Banque Centrale Européenne, ils gèrent la Banque Centrale comme une banque commerciale. Comment gérer une banque commerciale? On s'assure que la qualité de son bilan n'est pas trop dégradée. C'est la raison pour laquelle la Banque Centrale Européenne, et d'ailleurs sous couvert des Allemands, n'imprimera pas directement des billets pour donner aux États, parce que pour elle jugerait que ça dégradait la qualité de leur bilan. Sauf que, si vous ne le faites pas, nous vivons dans un monde concurrentiel où les autres banques centrales le font, ce qui fait que globalement, ce comportement de la Banque Centrale Européenne pénalise l'ensemble des agents privés européens sur la scène internationale. J'en veux pour preuve. Regardez aujourd'hui le niveau de l'euro. On était à 1,37, on est à 1,35. Quoi qu'il se passe, 1,35, 1,35, c'est trop. C'est trop. Imaginez être aujourd'hui grec ou espagnol. Alors, on s'étonne des chiffres de l'inflation qui s'effondrent, surtout d'ailleurs dans les pays du Sud. C'est normal. Quand on orchestre une déflation salariale, c'est normal qu'il n'y ait plus d'inflation. Parce que les gens ont moins de moyens pour acheter les choses aussi chères qu'auparavant. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Donc on vous instaure un régime drastique, terrible, donc à hauteur de 5, 10, 15% de déflation salariale, qui est immédiatement laminée par la hausse de votre monnaie. On vous dit, redevenez compétitif, faites une politique de l'offre, mais en attendant, on fait quoi? On laisse la monnaie s'apprécier, ce qui fait que ça détruit complètement les efforts qui sont faits dans le pays, au sein du pays, des efforts qui sont terribles pour les populations, à savoir une déflation salariale. Donc, globalement... Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? La Banque Centrale Européenne... Parce que Nicolas Dose nous le disait aussi tout à l'heure, la déflation, c'est le mal le pire auquel on puisse être confronté. Mais... allons voir ce qui s'est passé au Japon. Allons voir ce qui s'est passé au Japon. En réalité, en fait, la déflation a des origines, et ça, on l'a déjà évoqué souvent entre nous. Là, on parle de conjoncture, vous savez, le fameux bruit qu'on commande quotidiennement. Derrière la toile de fond, elle est naturellement déflationniste. Pourquoi? Parce que j'en reviens, le Japon a connu sa déflation, non par des erreurs de politique monétaire et politique économique, ils en ont certes commis, mais ce n'est pas la raison de fond. La raison de fond, c'est le vieillissement de sa population. L'Europe vieillit comme le Japon a vieilli au milieu des années 90. Lorsque nous avons des populations qui vieillissent, on l'a déjà évoqué, vous savez qu'en fait, des populations qui vieillissent consomment naturellement moins. Tout à l'heure, je le disais, pas au hasard, à savoir que avant et pour avoir de la consommation, il faut savoir que c'est le pilier de nos économies, de la richesse qu'on crée dans nos pays. Il faut qu'il y ait un désir d'acheter. Une population qui vieillit désire moins acheter. Ce qui veut dire que notre potentiel de croissance naturelle est moins fort qu'auparavant. On passe de 3% à 0 ou 1%. C'est comme ça, lorsqu'on a 0 ou 1% de croissance, il faut s'attendre à avoir des régimes d'inflation qui soient en ligne avec ça. Le Japon a vécu sa déflation non pour des problèmes conjoncturels, mais pour des problèmes structurels. Il faut que l'Europe le prennent en compte aujourd'hui. Et la véritable problématique de l'Europe, c'est que les pays ne vieillissent pas au même rythme. Les Allemands vieillissent très vite, comme les Japonais. C'est pour ça d'ailleurs qu'eux ont besoin et envie d'une monnaie forte. Les pays du Sud vieillissent moins vite. Et donc eux ont besoin d'une monnaie plus faible.